petit peu un jeu de bluff, cette histoire de Rafia. C'est que d'un côté, il a une pression de Ben Gvir et Smotrich pour dire tu rentres à Rafia, on va au bout des objectifs qu'on s'est fixés, où on va démolir de façon définitive le Hamas. Et d'un autre côté, les Américains disent non, attention, tu peux pas aller plus loin que ce que tu as été à Rafia. Donc, on voit bien qu'on a un négociateur en chef qui est à la fois dans le jeu de négociation sur un registre, et c'est normal dans ces conditions de ne pas dévoiler ses cartes, mais d'un autre côté, pour pouvoir justement négocier, il faut qu'il ait un champ libre, et en l'occurrence, il ne l'a pas. Nous sommes en ligne avec David Ben Ishai. David, bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je vous avais sollicité après les manifestations de début de semaine qui étaient extrêmement, on va dire, très solides et on va dire même peut-être très musclées, après que le Hamas ait annoncé son accord, en tout cas sa réponse affirmative à la proposition qui s'est avérée être une proposition faite par l'Égypte, n'est pas exactement la proposition qui avait été validée par Israël. On a eu à ce moment le sentiment que, en fait, que même les manifestants poussaient le gouvernement à accepter cet accord, même s'il risquait d'être au désavantage de l'État d'Israël. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je traduis fidèlement, on va dire, le sentiment? Alors, je voudrais un petit peu essayer de prendre de la hauteur et de voir quels sont les jeux. Les familles des otages et partie grandissante de la population font pression sur le gouvernement. Quand le gouvernement est lui-même pris en tenaille entre son extrême droite et les Américains, que ça la positionne d'une certaine manière vis-à-vis du Hamas dans les négociations. Donc là, il y a un jeu qu'on pourrait appeler de billard à trois bandes, et c'est pour ça qu'il y a une pression des familles qui sont désespérées sur le gouvernement pour qu'il ait une position qui soit claire. Et aujourd'hui, une des souffrances que j'entends quand j'échange avec les gens, c'est de se dire nous ne savons pas où nous allons, nous ne savons pas s'il y a une ligne directrice qui est claire, nette et précise et qui nous permet d'évoluer dans cette négociation et voire même dans la guerre elle-même. On n'arrive pas à comprendre. Et je crois que c'est ce sentiment de frustration, ce sentiment d'insécurité qui se traduit par de la colère et contre le gouvernement. Est-ce que on a pourquoi on a le sentiment, enfin dans l'opinion publique israélienne, pourquoi on a le sentiment que les familles des otages et on va dire les opposants au gouvernement, eh bien rendent plus facilement Netanyahou responsable de l'échec pour l'instant des négociations que Yihya Sinwar? On a l'impression que Yihya Sinwar, eh bien ça fait partie des meubles, quoi qu'il fasse, eh bien lui de toutes les façons il ne peut pas être tenu pour responsable. Le seul responsable de l'échec des négociations, c'est Binyamin Netanyahou. Ah oui, non, mais vous décrivez extrêmement bien. C'est-à-dire que Sinwar, les otages, ça fait partie de sa stratégie, c'est clair. La stratégie du Hamas et de Sinwar en particulier, c'est d'attaquer Israël, de lui donner un coup fort, de se positionner comme étant le recours unique des Palestiniens dans la négociation à long terme avec les Israéliens. Et donc, sa stratégie en gardant les otages, ça fait partie des cartes claires qu'il a en main. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas responsable, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas coupable, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le traquer à travers le temps et qu'on finira par lui mettre une balle dans la tête. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire, et je reviens sur le point précédent, ça veut dire que le sentiment des familles et les sentiments des gens qui sont dans la rue, c'est d'avoir un Premier ministre qui louvoie, et beaucoup de commentateurs à la fois militaires, sécuritaires et politiques disent on a un vrai problème avec un Premier ministre qui ne prend pas de décision, qui louvoie entre les positions des uns et des autres. Et je pense que les Américains commencent à en avoir marre de cette façon de louvoyer, de ne pas avoir une ligne directrice, et c'est ça qui explique le fait qu'on se tourne. Premièrement, quelle action on pourrait avoir vis-à-vis du Hamas? Quelle action on pourrait avoir vis-à-vis de Sinwar? Aucune. Peut-être la seule chose qu'on fait, et là-dessus ça n'a pas été beaucoup fait remarquer, c'est que le positionnement, l'engagement, la vitalité, l'énergie des familles à travers le monde, comme on l'a vu à New York il y a quelques jours, ça permet aussi de dire, attendez, il y a un vrai problème de fond, nous avons des otages civils aux mains du Hamas, et c'est pas quelque chose qui va dans le sens d'un Hamas qui serait sympathique, ça va bien dans le sens du fait que, les amis,
chaque personne pourrait se retrouver dans une situation où son enfant, son frère, son mari se retrouve prisonnier du Hamas avec tout ce qu'on a vu le 7 octobre. Oui, mais en même temps, David, on peut comprendre peut-être, même si effectivement, on peut dire que Netanyahou a développé au fil des ans une sorte de passivité politique, de retard à l'allumage et de volonté de faire traîner les choses dans de multiples dossiers, on peut le dire, disons, mais est-ce que finalement là, dans ce dossier, c'est un dossier extrêmement complexe, vous en conviendrez avec moi, et finalement, louvoyer, peut-être que c'est pas le terme exact, c'est que finalement, il est difficile de prendre des décisions, comme il avait été difficile à l'époque de prendre des décisions pour Gilad Shalit. On peut considérer 132 fois Gilad Shalit a décidé, et finalement, dans le cas précis, je vais vous poser une question. Binyamin Netanyahou, Israël a fait une proposition il y a une quinzaine de jours, elle était très claire, on parlait de 33 otages vivants, le Hamas répond 33 otages mais vivants ou pas vivants, et je vous pose la question, que répondent les familles des otages en disant, parce que si on leur dit, voilà, l'accord aujourd'hui avec le Hamas, c'est à prendre ou à laisser 33 otages vivants ou pas vivants. Est-ce que Binyamin Netanyahou doit valider un tel accord, ou est-ce que finalement il doit louvoyer, ou en tout cas essayer d'obtenir un maximum de concessions de la part du Hamas? Oui, mais Daniel, il y a deux niveaux. Il y a un niveau qui permet de ne pas montrer ses cartes. On est en négociation avec le Hamas, on doit l'amener le plus proche possible du point qui est pas la ligne rouge. Donc il y a beaucoup de choses, que ce soit les combats, que ce soit l'arrêt de la guerre, que ce soit effectivement les otages vivants ou morts, que ce soit la question aussi du veto. Veto sur quel type de prisonnier Israël sera prêt. Donc il y a un ensemble comme ça de choses. Quand vous négociez, c'est pas que vous louvoyez. Quand vous négociez, il y a des jeux de pression qui sont faits pour essayer d'obtenir le plus possible dans la négociation. Et là-dessus, Zemevourar, comme on dit. Évidemment que ça fait partie du rôle du négociateur, ou du rôle du négociateur en chef, en l'occurrence du Premier ministre. Oui, mais là, c'est pas ça qui se passe, Daniel. C'est pas ça, c'est que chaque pas qu'il voudrait accepter de faire, il a son extrême droite qui le met en demeure de faire ça ou de faire autre chose. Comme ça a été le cas pour Rafiar, on a dit, et c'est pour ça qu'il y a, c'est un petit peu un jeu de bluff cette histoire de Rafiar, c'est que d'un côté il a une pression de Ben Gvir et Smotrich pour dire tu rentres à Rafiar, on va au bout des objectifs qu'on s'est fixés, ou on va démolir de façon définitive le Hamas, et d'un autre côté les Américains disent non attention, tu peux pas aller plus loin que ce que tu as été à Rafiar. Donc on voit bien qu'on a un négociateur en chef qui est à la fois dans le jeu de négociation sur un registre, et c'est normal dans ces conditions de ne pas dévoiler ses cartes, ça fait partie des règles du jeu de la négociation, mais d'un autre côté, pour pouvoir justement négocier, il faut qu'il ait un champ libre, et en l'occurrence, il ne l'a pas. Et c'est ça qui est problématique, c'est qu'on a deux niveaux d'hésitation, un qui participe, on va dire, du jeu traditionnel de la négociation, et un autre qui est politique et qui met l'État d'Israël en situation de tension insupportable entre les Américains et son extrême droite. Et est-ce que vous dites qu'il ne faut pas dévoiler ses cartes dans les négociations, mais finalement, en exigeant, par exemple, cette formule qui est récurrente dans les manifestations, libérer les otages Archav, maintenant, est-ce que finalement ce n'est pas dévoiler nos cartes d'une certaine manière et d'affaiblir le positionnement d'Israël depuis le début? Si par exemple, au lieu de dire libérer les otages maintenant, on dit nous allons rentrer dans Rafah pour essayer de faire pression sur le Hamas pour qu'il libère les otages, est-ce que ce n'est pas une position plus solide? Alors déjà, je crois, Daniel, qu'il faut qu'on nous ayons de l'empathie. Il faut avoir de l'empathie. Ça, c'est l'axiome de base, on est d'accord sur ça. Non, mais Daniel, vous et moi pouvons comprendre qu'il y a deux types de positionnement qui existent d'ailleurs dans les prises de parole des familles. Vous avez les deux positionnements, un positionnement qui dit tout de suite et maintenant, et vous avez un positionnement qui dit ça n'a de sens de libérer les otages que si effectivement on a un moyen de pression sur le Hamas pour obtenir plus et mieux. Ce sont deux positions. Vous ne pouvez pas faire le procès des gens qui sont depuis 7 mois dans un état d'ébranlement intérieur vis-à-vis des attentes de retrouver. Aujourd'hui, on parle de moins de 100 personnes, et ce sera peut-être même encore moins que ça, qui soient encore vivants. On ne peut pas attendre d'eux qu'il n'ait pas cette demande d'urgence.
Maintenant, ça c'est par rapport au sentiment profond des gens. Et je le dis et je le redis, Sinoir en a absolument, et ça fait partie des règles de son jeu à lui. Lui, d'une certaine manière, il s'en fout qu'il y ait des gens dans la rue qui disent ou qui disent pas. Ça fait partie de sa stratégie à lui, d'une certaine manière. Donc, évidemment, et de toute façon, dans n'importe quel endroit, vous auriez des gens qui descendent dans la rue pour dire « je veux récupérer mon enfant, ma femme, etc. » Donc, ça fait partie des règles du jeu. Vous ne pouvez pas demander à 100% des otages d'être dans une ligne de conduite. Et en plus, on les attendrait sur une ligne de conduite, là où justement, cette ligne de conduite, elle n'est pas claire vis-à-vis du gouvernement et vis-à-vis de la chaîne 14 et vis-à-vis d'un certain nombre de gens qui disent « oh ben on n'a rien à faire des otages qui meurent, nous ce qu'on veut c'est juste effondrer le Hamas ». Parce que c'est les propos qui sont tenus aussi. Il n'y a personne qui dit ça, David, il n'y a personne de sensé qui dit… Eh ben Daniel, je vous invite… Non, il n'y a personne de à écouter la 14, à écouter Inon Magal, je vous invite… Non, franchement, non, j'ai entendu Inon Magal ne dit pas… on s'en fout des otages. Il dit pas ça. Il dit priorité à une pression militaire. Bon, et vous avez entendu ce qu'a dit Struck il y a quelques jours. Oui, j'ai tout à fait entendu. Il y a une espèce de mépris dans la proposition d'une ministre de surcroît. Non, mais David… Il y a aujourd'hui, et moi je l'ai vu, je l'ai entendu le soir de la Mimouna, j'étais avec une famille, des gens adorables, et je leur ai dit à la fin, Moadim les Tikva. C'était une façon à moi d'exprimer, de dire que on sort de la fête, mais en même temps on continue à espérer. Et la personne m'a dit très gentiment, de façon très naïve, espérer, mais de quoi le retour des otages, mais ils sont tous morts, de quoi tu t'inquiètes? Donc, et cette opinion-là, elle est beaucoup plus courante dans un certain nombre d'Israéliens qu'on le pense. Il y a des gens qui disent, ils nous emmerdent, ces familles d'otages, ils sont tous morts. Non, ça s'est dit, et c'est triste à dire, mais ça a une absence absolue d'empathie. Vis-à-vis des familles des otages, les familles des otages bien entendu, cette absence d'absolu. Désespérées par le gouvernement et désespérées par d'autres Israéliens qui disent écoutez, vous nous embêtez avec vos histoires. De toute façon, vous êtes tous des gauchistes et des kibbutznikim. Que je vous dis, c'est des choses entendues, Daniel. C'est pas un truc inventé. Non, mais pour rectifier, parce que j'ai pris à cœur cette histoire de Struck. Struck, il est très clair et vous l'avez vu. Je vous ai envoyé même l'intégralité de l'interview de Struck. Et il y a eu une volonté délibérée de la part des rédacteurs de Galei Tzahal qui ont interviewé Orit Struck de sortir une phrase de son contexte et de ne pas préciser le point qui était le point majeur, qui était un point légitime, même si on ne peut ne pas être d'accord, c'est à savoir que en avançant l'idée de libérer 20 ou 30 otages, on sacrifie les autres otages. C'est ce qu'elle disait, ce n'est pas normal que l'on sacrifie les autres otages. Et ça, c'est aussi une position qui est légitime. On peut dire, oui, une première phase, la libération de tous les otages, c'est aussi une exigence qui est si elle est normale. Moi, j'ai entendu, David, de la même manière, vous dites qu'il y a des gens qui disent qu'on s'en fout des otages. Moi, j'ai entendu des gens dire proche de l'état-major qui s'occupe des otages, dire, si on peut pas obtenir plus que 33, on peut pas obtenir plus que 33. Mais qui a dit ça? Pourquoi 33? Pourquoi pas 40? Pourquoi pas 55? Et ça aussi, c'est une autre manière de parler. Ça prouve qu'on est dans une situation complexe et que peut-être aussi le dossier des otages, il a peut-être été un petit peu trop politisé. Est-ce que vous le pensez pas un peu? Non, je crois que je reviens. Je crois que la politisation de cette affaire, elle est au niveau. D'ailleurs, c'est pas compliqué, Daniel. Un sondage il y a 2 jours ou 3 jours. Oui. On fait un sondage, 56%, donc la majorité des Israéliens considèrent que la façon dont Netanyahou gère la négociation, c'est pour sa survie politique avant la libération des otages. Ok, la majorité des Israéliens considèrent que ce qui est politisé n'est pas la façon dont les familles sont désespérées et descendent dans la rue, et ils se font taper dessus, accessoirement, vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre journal, mais le fait que la politisation, c'est-à-dire le fait, effectivement, dans cette affaire, dans cette attaque, dans cette négociation, elle est aussi, d'une certaine manière, politisée par un Premier ministre qui essaie de survivre politiquement. Voilà. Alors, on peut faire le procès des familles et dire que, d'une certaine manière, c'est entendable de dire, oui, il y a des positions stratégiques vis-à-vis de la façon dont on négocie avec le Hamas, tout le monde ou pas tout le monde, une partie ou pas une partie, je suis d'accord avec vous. On peut avoir des opinions différentes, des façons de voir la stratégie différentes, mais vous ne pouvez pas dire que la politisation fondamentale
de ce qui est en train de se passer, elle est plus du côté des familles que du côté du Premier ministre, dont la majorité des Israéliens disent, écoutez, il veut sauver sa peau plus que sauver les otages. Alors, finalement, maintenant, jusqu'à où on peut faire des concessions, c'est-à-dire quand on dit un accord à tout prix, ou un accord Archav maintenant, jusqu'où on doit aller, jusqu'où on peut aller, et jusqu'où on ne peut pas aller, à votre avis? Moi, il y a une espèce de préalable dans les discussions qui moi, me dérange. Évidemment, on ne l'évoque pas. Pour moi, il n'y a aucune parole qui doit être tenue. On négocie avec des gens qui nous ont massacrés, qui n'ont aucune règle, qui ont cassé toutes les règles de la guerre, toutes les règles. Donc, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas plier, qui sont liées à la procédure et qui nous mettra en défaut. Mais, et ça a été dit par Biden hier soir. Mais il y a des choses qu'on ne tiendra pas. Et dans la négociation, on doit être capable, sur certains aspects, de mentir comme des arracheurs de dents. Ouais. Et d'autres aspects sur lesquels, qui sont liés à la procédure elle-même et aux conditions de la libération de nos otages, sur lesquels on doit tirer le maximum. Et je suis désolé, on peut dire ce qu'on veut au Hamas, mais demain, une fois nos otages récupérés, on va les massacrer. Et on ne tiendra pas parole parce que ce sont des gens qui ont cassé les règles dès le départ. Et nous, Israéliens, on négocie aujourd'hui à un certain niveau, mais il y a d'autres aspects sur lesquels on ne respectera pas notre parole. On n'a aucune raison de respecter une parole dans une négociation quand en face de nous, on a des psychopathes. Et donc là-dessus, pour moi, c'est clair. Il y a des choses sur lesquelles on peut lâcher, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas lâcher. Et c'est comme ça qu'on doit avancer, sans être moi dans le secret des dieux, dans ces négociations. Mais voilà, il y a des choses sur lesquelles on ne tiendra pas parole, et c'est évident pour le monde entier que c'est légitime qu'on ne tienne pas parole. Et ça nous mettra en porte-à-faux auprès des Américains ou de la communauté internationale. Non. Les Américains, Biden aujourd'hui n'a pas d'autres préoccupations. C'est le jeu de la politique. Premièrement, il s'est beaucoup mouillé. Je pense qu'il y a assez peu de présidents américains qui soient mouillés autant pour l'État d'Israël que lui. Mais une autre chose, c'est qu'effectivement, c'était dit dans un commentaire hier à la radio, effectivement, ce qu'il veut, c'est très rapidement parce qu'il est très engagé, et cette affaire, elle est extrêmement présente, à la fois aussi dans les répercussions de la politique intérieure. Il a besoin du calme, il a besoin que les choses se calment. Et évidemment, c'est son attente politique à lui. Parce qu'il y aura dans les mois à venir une campagne présidentielle, il veut pouvoir se dédier à cette campagne. Ça fait partie des considérations internes des Américains, et de Biden en particulier, sur le fait qu'il faut que toute la tension de la région se calme et descende d'intensité pour que eux-mêmes puissent se dégager. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, pour lui, l'issue politique de la situation de crise dans laquelle on est, c'est la normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite, pour que, effectivement, cette bride, cette alliance régionale qu'on a vue à l'œuvre contre les Iraniens soit installée, soit solide, et permette d'avoir un moyen de pression sur les Iraniens dans la région, pour dire il y a une alliance stratégique et militaire entre différents pays. Et je pense que ça continue, c'est-à-dire la continuité de la politique américaine depuis 20 ans, c'est-à-dire de se retirer et de laisser en place des forces qui sont tout à fait capables, avec un soutien extérieur des Américains, mais qui sont tout à fait capables de maintenir un équilibre des puissances dans la région. C'est la politique de Biden. Et on ne peut pas lui faire le procès de ça. Par contre, on peut avoir des intérêts communs et des intérêts divergents. Aujourd'hui, les intérêts divergents ne sont pas uniquement si on attaque Rafah ou pas, les intérêts divergents, et c'est dit depuis des mois, c'est qu'on a au gouvernement une extrême droite qui veut réoccuper Gaza, qui veut réinstaller des colonies dans Gaza, et qui a une vision du jour d'après qui est extrême et qui est la sienne, au moins pour le coup elle est claire, et là-dessus, la grande majorité israélienne non seulement ne sont pas d'accord, mais en plus les Américains disent « no way, ça n'arrivera pas », parce que c'est le seul moyen de mettre un terme définitif à la solution qu'on préconise. Voilà, après on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais de mon point de vue, c'est l'analyse qu'on doit faire. C'est aussi un débat. En tout cas, merci beaucoup, effectivement, d'avoir accepté, David, de répondre à nos questions de manière aussi claire et sans langue de bois, on peut le dire. Merci beaucoup.